C'est que pour moi, en fait, le vrai usage en cible de l'IA générative, c'est le jour où ce sera suffisamment mature pour pouvoir construire des agents intégrés. Le drift, en fait, on a fait une étude en amont de comprendre quel était le concept optimal de réentraînement des modèles. Parce que par construction, les paiements c'est mouvant. Okay. On a la capacité en fait on demand, si jamais on s'en rendait compte que le modèle ne fonctionne pas parce qu'il a besoin de données plus récentes et d'être entraîné, en fait on pourrait le faire tourner à n'importe quel moment. Nous on utilise une carte qui est assez importante, c'est la transparence, c'est-à-dire l'IA c'est pas de la magie, ça a des défauts, ça a des qualités. Par exemple, nous on a construit en temps réel des KPI qui expliquent est-ce que notre modèle est en train de dévier dans sa qualité de prédiction ou pas. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pierre. Pierre est responsable data et IA du département finance du groupe Société Générale et va nous expliquer comment on peut créer une équipe IA data from scratch et quelles sont les bonnes pratiques pour identifier les cas d'usage pertinents et les passer à l'échelle. Merci Pierre d'être avec nous. Bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on s'en parle, je suis hyper content de te recevoir dans le podcast. Je suis très content de participer. Alors ce que je te propose, c'est de commencer par une petite question brise-glace. Est-ce que tu peux nous dire, toi petit, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Vu que j'avais beaucoup de convictions dans la vie, je voulais devenir psychologue. Ok. Je suis pas devenu psychologue, loin de là. Mais parce qu'en fait, j'ai toujours eu un intérêt assez fort dans la compréhension, la connaissance de l'autre et comment est-ce qu'en fait on réfléchit à des sujets. Ok. Je pense que ça a quand même justement un peu de lien avec tout ce qui est aujourd'hui l'intelligence artificielle, un peu quelle est la relation entre l'humain et les algorithmes et ce genre de choses. Mais comme quoi on fait pas forcément ce qu'on pense quand on est petit. Ouais, bien sûr. Donc passionné par les interactions entre les personnes, comment les gens réfléchissent. Et surtout les leviers qui font que les personnes pensent d'une telle manière ou d'une autre. Donc c'est un peu la psychanalyse aussi, c'est pas que psychologie, mais c'est assez important et je pense que justement c'est assez cœur dans comment est-ce qu'on conduit l'ensemble des changements qui doivent en fait opérer quand on va vouloir faire en fait la mise en place par exemple de cas d'usage IA dans des entreprises. Merci pour ça Pierre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et tu as un parcours hyper intéressant, hyper dense et qui est assez marqué par l'empreinte du groupe Société Générale. Comment aujourd'hui toi tu es devenu responsable d'une équipe on verra assez grande avec des profils hétéroclites en data? Comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as fait? Bien sûr. Donc pour faire simple, moi j'ai fait un parcours maths financière universitaire, pour revenir un peu au début, assez classique, avec beaucoup de maths, beaucoup de finance. Et ma première expérience professionnelle en fait a été à la Société Générale il y a maintenant presque 11 ans. Donc comme je dis toujours un peu born and raised Société Générale. J'ai commencé en tant que VIE en salle des marchés à New York. Wow. En fait en matière première et je travaillais sur des outils de pricing et de backtesting sur le pricing des commodities en salle des marchés. Puis en fait à la fin de mon VIE, je suis rentré en gros en tant que data scientist au sein de l'inspection du groupe Société Générale où j'ai participé en tant que data scientist à la création d'un data lab à l'époque qui était en fait dans cette entité où en gros on a commencé à essayer d'expérimenter avec une équipe qui grossissait petit à petit quelles étaient les applications de l'IA pour le cadre de l'audit et de l'inspection. Qui était j'imagine un des premiers data labs dans le groupe. Qui était un des premiers data labs dans le groupe et surtout en fait l'audit et l'inspection c'est une très bonne école pour comprendre l'ensemble de l'entreprise, donc comprendre l'ensemble des processus, donc ça aide après dans la suite, mais surtout en fait où le mandat c'est d'analyser les données pour vérifier et s'assurer que les choses fonctionnent bien. Donc en fait c'est un vrai terrain de jeu pour l'expérimentation et l'exploration de types de cas d'usage. Ouais. Après, au bout de 3 ans et demi, en fait, il y a un sujet, c'est que c'est de l'exploration. Moi, j'ai eu une envie d'évoluer un peu vers la construction de quelque chose d'assez industriel. Okay. Et donc, j'ai eu la possibilité de rentrer à la direction financière du groupe Société Générale pour construire en fait un data lab au sein de cette entité qui devrait pouvoir construire des contrôles sur les processus financiers. Donc ça a été la deuxième partie, elle a duré à peu près 3 ans, cette partie-là, où j'ai créé une équipe from scratch, donc j'ai été le premier à rejoindre cette équipe, et elle a fini à peu près à une dizaine de personnes, 10-12 personnes. D'accord. Et en 2022, en fait, on a construit ce qu'on appelle aujourd'hui notre équipe Data IA au sein de la direction financière, qui est en fait un mandat plus large qu'uniquement des use cases de contrôle sur les processus financiers, mais qui en fait a complètement l'ensemble des processus financiers, pouvoir construire des cas d'usage. Donc aujourd'hui, on a environ 25 personnes en France, en Inde et en Angleterre. Avec des profils assez mixtes, c'est-à-dire qu'on a des data scientists, mais on a des tech lead, ML lead, on a des DevOps, MLOps attachés à l'IT mais qui travaillent de manière dédiée pour nous, on a des développeurs full stack et on a des gens du métier qui sont en fait nos product owners internes chez nous, qui permettent en fait de superviser l'ensemble des projets qu'on réalise.
Ok, donc vous avez en fait toute la panoplie pour livrer de façon quasiment en autonomie l'ensemble des use cases que vous avez dans votre mandat. Exactement, parce qu'en fait, si on se devait décrire un peu les axes qui nous gouvernent, en fait, ils sont en 3 axes. Le premier, c'est le mandat. Donc, nous, on est ce qu'on appelle une équipe end-to-end. Donc, c'est de l'idéation jusqu'en fait la livraison en production et les évolutions applicatives. La deuxième, c'est en fait, en gros, quels sont les KPI sur lesquels on mesure notre efficacité. Donc, en fait, il y a le ROI de nos projets. Et il y a aussi en fait le ROI de nos coûts à nous. C'est-à-dire qu'on est extrêmement concentré sur combien on dépense pour ce qu'on fait. Et la troisième partie, en fait, c'est sur tout ce qui est autour, on va dire, de la gouvernance de notre équipe. Donc en fait, on a une gouvernance au niveau top management qui est en fait sur laquelle on présente toutes nos priorisations à 6 mois, pour faire simple. Et il y a une deuxième gouvernance qui est par cas d'usage où le sponsor du projet a entre guillemets la liberté de pouvoir gérer son projet. Ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait là, tu décris une situation où vous avez en fait le devoir de monitorer donc vos coûts, ce que vous coûtez à l'entreprise, et du coup la valeur que vous mettez en face à travers les différents cas d'usage. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit systématiquement dans toutes les équipes data, en tout cas qui ont la responsabilité d'avoir ces 2 jambes-là. Du coup, dans quelle mesure en fait by design, dès le début de vos projets, vous vous assurez que ce que vous allez construire, vous pourrez le monitorer en termes de valeur générée? Parce que c'est pas toujours évident, j'imagine. Non, en fait déjà à chaque cadrage, donc après on va revenir un peu plus tard quand on crée une équipe sur c'est quoi un peu les drivers et les éléments importants, mais il y a le cadrage d'un projet qui pour moi en fait est l'élément clé. En fait dans un cadrage on réalise ce qu'on appelle une note de cadrage et ça j'expliquerai plus en détail, mais dans cette note de cadrage on va expliquer c'est quoi les drivers de valeur qu'on va générer. Et ça doit être validé par le sponsor et c'est soumis à priorisation globalement du top management. Et dans cette création de valeur en fait il y a plusieurs axes et soit des corrections impactantes pour l'entreprise sur lesquelles on n'attend pas forcément du ROI mais qui coûtent à l'entreprise beaucoup d'argent et donc en fait ça va forcément quand même mitiger des problèmes et donc ça a une valeur et c'est ça qu'on établit. Soit en fait il y a un ROI qui doit se dégager parce qu'en fait ce que je dis toujours c'est qu'on fait pas de l'IA pour se faire plaisir et donc si jamais on ne voit pas de valeur qui en ressort en fait on ne va pas prioriser le projet. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est un peu toujours ce que je dis même dans mes équipes, c'est qu'il faut accepter à des moments d'arrêter de faire ce qui ne marche pas. Bien sûr. Parce qu'en fait, ça, c'est un biais qu'on a tous cognitivement, si on revient un peu à la partie psychologique. C'est que quand on lance quelque chose, on a beaucoup de mal à l'arrêter. Et ça, en fait, nous, c'est pour ça qu'on a un pilotage peu top niveau, pour pouvoir en fait dire, si quelque chose marche pas, on dépriorise. Peut-être qu'on n'est pas assez mature, peut-être qu'on n'a pas la capacité de le réaliser, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et donc c'est ça un peu nous notre on va dire by design notre modèle de fonctionnement plus que de dire c'est combien en euros que ça rapporte. C'est que c'est un modèle by design qui établit quels vont être nos drivers de réussite et de raté et comment est-ce qu'on peut de manière très objective et factuelle établir la qualité de ce qu'on fait. Et d'accepter en fait via ces process que l'organisation en fait incentive les personnes à tester, prendre des actions et à la fin dans cette note de cadrage comme tu dis si en fait on a un proto que ça a l'air hyper stylé techniquement et qu'en fait on pense pouvoir s'amuser mais que derrière il n'y a pas en fait l'assiette suffisante pour générer la valeur qui va être en face des coûts, d'accepter en fait qu'on a peut-être appris des choses par ailleurs en testant techniquement une approche etc mais qu'on n'ira pas plus loin et c'est pas grave parce que c'est peut-être la leçon de tout ça aussi, c'est d'encourager aussi que ce n'est pas un échec d'arrêter un projet. Exactement. Et là où je vais mettre un petit curseur, c'est que nous, on n'appelle pas un projet tant qu'il n'y a pas eu la validation post-note de cadrage. Donc justement, en fait, pour même pas considérer que c'est un échec ou une réussite, c'est qu'en fait, dans la phase de cadrage où peut-être un data scientist à 30% va cadrer et voir un peu à quoi ça ressemble, en fait, ça, on va même pas le comptabiliser. En fait, c'est une poche qu'on a le droit d'utiliser et qui, en fait, est sur le fait que tant que le projet n'est pas démarré, ce n'est pas un projet. Super. Très clair. Et pour revenir rapidement sur ton parcours, tu as parlé d'une expérience à New York dans un poste de commando. Est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste et peut-être en quoi ça t'a préparé dans ce qui t'a derrière été un poste plus classique de data scientist, parce qu'à l'époque où j'imagine que je sortais d'école, il n'y avait pas encore ce type de poste. Et qu'est-ce qui toi te motive, en tout cas dans ces métiers de la data science, qu'est-ce qui te stimule? De manière assez simple, un commando, c'est quoi? C'est un développeur dédié au trading, on va dire ça comme ça, et qui fait beaucoup de maths appliquées.
C'est, je pense, la définition la plus vulgarisée possible. Derrière, en fait, ce que ça veut juste dire, c'est qu'un trader a besoin de construire certaines applications de pricing, de pouvoir backtester un certain nombre de stratégies d'options, de tout ce qu'il veut. Et donc, le commando doit mettre en place un ensemble de briques applicatives avec un certain nombre de packages, de codes, qu'il utilise des quants, qu'il utilise des front-end, qu'il utilise un certain nombre de personnes pour ensuite assembler ces briques et les déployer en production. Ça ressemble beaucoup à ce que fait un data scientist. Ou un machine learning engineer. Un machine learning engineer qui est de comprendre en mathématiques appliquées qu'est-ce que fait un algorithme, de bien préprocesser ces données pour pouvoir ensuite, en fait, les mettre en tant qu'input d'un modèle pour pouvoir prédire quelque chose. En fait, je fais toujours ce parallèle qui est que, entre guillemets, pour moi, la data science et les data scientists ou les ML engineers, en fait, c'est la version moderne de l'ensemble de ces types d'applicatifs où c'était, par exemple, dans l'industrie, ce qu'on appellera la recherche opérationnelle, où j'ai fait une alternance, donc justement pour faire un peu le lien, ou justement tout ce qui était les développeurs en salle des marchés. Parce que c'est exactement le même principe cognitif qui est de prendre des briques des autres pour en construire quelque chose de robuste et d'applicable à son problème. Et ça, en fait, pour moi, quand on dit quel lien ça fait, de pouvoir recommander aussi des décisions. Exactement, de pouvoir recommander des décisions, mais surtout, en fait, de se dire, nous, on utilise des briques que plein de gens font, sur lesquelles on doit avoir une confiance. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret en machine learning, si on utilise un réseau de neurones de Keras, aujourd'hui, qui va vérifier que la manière dont est construit le réseau de neurones fonctionne bien. On le trust. Ouais, tout à fait. C'est la même chose dans les briques quantitatives, c'est qu'on trust en fait les outputs des calculs. Nous, ce qu'on construit, c'est des algorithmes qui permettent d'utiliser ces calculs pour construire des stratégies de trading. Yes. Et donc, à quoi ça m'a préparé, pour revenir à la question de départ, c'est à construire des infrastructures robustes et résilientes. Parce que quand on va parler un peu de cas d'usage, nous, on a des cas d'usage où il faut être robuste et résilient, avec par exemple des cas d'usage presque temps réel, et qui demandent donc des infrastructures très spécifiques qui fonctionnent. Et je pense que le côté salle des marchés a beaucoup joué dans ma vision de comment en fait on doit construire une infrastructure résiliente. Très clair. Et j'imagine, si on peut revenir sur la construction de l'équipe, parce que tu as construit une équipe from scratch qui aujourd'hui tu disais 25 personnes. À peu près, ouais. Donc comment, en fait, j'imagine que ce type d'expérience, ça aussi t'a conforté dans l'idée d'avoir une équipe pluridisciplinaire et de considérer que la data science est un pan de la solution, mais pas toute la solution, et qu'on a besoin, comme tu dis, pour avoir des architectures robustes, de DevOps, de développeurs full stack, d'avoir un peu toutes ces briques qui s'interfacent entre elles et qui communiquent au sein d'une même équipe. Comment toi, tu as commencé ton équipe? Par quel type de profil? Comment tu l'as structuré? Déjà, pour remettre un peu dans le cadre, en fait, l'équipe, on s'est dit, on va investir pour essayer de construire quelque chose, et ensuite, à la fin de cette première phase d'investissement, on va voir comment on doit évoluer. Donc en fait, on a eu une vision, je pense, à la base qui était la bonne, c'est que tout investissement, enfin toute attente de ROI en cible demande un investissement de départ, pour pouvoir en fait réellement qualifier ce qu'on doit faire. Donc au début, j'ai commencé comme tout le monde, j'ai pris 3 data scientists, mais avec dès le départ un profil métier et dès le départ un profil très techos. Ok. Parce que en fait, j'ai toujours eu le principe que si on prend que des gens sortis d'école, en fait, on met que des photos, que des gens qui sont similaires les uns à côté des autres, qui sont probablement très bons les uns et les autres, mais qui par contre n'ont pas l'expérience ni le recul nécessaire sur qu'est-ce que ça demande de mettre en production. Et donc l'idée reçue qui serait en prenant des data scientists plus ou moins expérimentés mais qui n'ont fait que de la data science, ça va permettre de construire quelque chose de robuste, j'y ai jamais cru. J'y crois toujours de moins en moins. Surtout que là on est dans une période où en fait tout le monde était un peu data scientist parce qu'en fait c'était un métier qui s'est structuré petit à petit. Et voilà, peut-être pour resituer, on est quoi en 2020 ou 2019 et donc ouais, en fait on peut s'appeler data scientist mais avoir un background plutôt métier, plutôt quanti, plutôt stats, etc. Exactement. Et dans la majorité des endroits, dans toutes les entreprises, quand j'ai changé avec des compères, en fait il y avait quand même beaucoup d'exploration. Et depuis le premier jour, avec ma chef de l'époque et avec mon sponsor de l'époque, on a toujours voulu considérer que ce qu'on faisait c'était que pour de la production. Yes. En fait, et c'est ça, je pense, qui est un peu le curseur de comment j'ai construit cette équipe. C'est qu'on s'est dit, en fait, on fait pas ça pour montrer que ça peut marcher. On fait ça pour déployer des usages chez les personnes qui utilisent ce que l'on fait. Top.
Et ça, c'est un point qui, en fait, je pense, dans le dogme ou dans l'idéologie ou dans les convictions, parce que je pense que c'est aussi une partie de conviction dedans, en fait, c'est de se dire, c'est pas les gens qui doivent adhérer à ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on doit aller vers les gens sur ce qu'ils ont besoin et de déployer en fonction de ça. Donc, en fait, plutôt que de dire, en fait, par quel type de profil, j'ai essayé plutôt par quel type de cas d'usage. Ouais. Et en fait, au début, c'était pas forcément beaucoup de ML. C'était beaucoup de statistiques avancées, beaucoup de sujets, en fait, sur des analyses de variance, sur des analyses un peu de séries temporelles simplifiées, etc. Mais pour mettre un pied dans la porte de qu'est-ce que ça peut apporter l'analyse par la donnée avancée basée sur des modèles simplifiés. Puis ensuite, petit à petit, quand on construit une compréhension de comment ça fonctionne en production, quand on construit un certain nombre de cadres dans lesquels on a du confort, là, on peut aller vers des choses de plus en plus évoluées et de plus en plus avancées. Ce qui est plutôt, en fait, notre approche au final. Top, mais ça paraît en fait cohérent et ce qui paraît être la bonne chose de faire les choses, c'est-à-dire identifier les problèmes et puis ensuite, plutôt que d'imaginer des solutions à des problèmes qui sont peut-être fictifs. Est-ce que tu peux me parler un peu des grandes missions de ton équipe? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les challenges aujourd'hui? Peut-être pour expliquer les grandes missions, j'ai juste expliqué en quelques mots qu'est-ce que fait une direction financière pour tous les auditeurs, parce que peut-être que des personnes seront moins financiers que d'autres. Bien sûr. Et c'est important. Donc une direction financière, en fait, ça a à peu près 3 objectifs. Le premier, c'est d'accompagner les métiers. Donc l'ensemble des métiers d'une entreprise. Donc ça va être sur tout ce qui est autour du contrôle de gestion et du forecast, de l'anticipation en fait des revenus futurs, que ce soit en termes réglementaires, en termes de métiers, pour en fait mieux piloter là où il y a des coûts, là où il y a des revenus, etc. Donc ça c'est le premier axe. Le deuxième, c'est autour de tout ce qui est lié en fait à la production réglementaire et comptable, pour en fait faire des publications qui vont être ensuite validées par des auditeurs externes, par nos régulateurs. Les rapports annuels, etc. Les états financiers, tout ce qui va avec, exactement. Et le troisième, c'est tout ce qui est la gestion de la trésorerie et de la gestion active-passive. Donc, c'est la gestion du bilan de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt métier, on va dire, entre guillemets. C'est pas de la production ni de l'accompagnement. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir financer, refinancer, faire des vases communicants, en fait, dans l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est un aspect très data, justement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la partie trésorerie, on en discutera un peu plus tard. Et donc, nous, en fait, quand on a commencé, on s'est dit, maintenant qu'on a un mandat de couvrir l'ensemble de la direction financière, selon ces 3 grands axes, c'est quoi les grandes familles de cas d'usage? Et donc, les grandes familles de cas d'usage, en fait, pour faire simple, il va y en avoir beaucoup autour du pilotage financier. Il va y en avoir beaucoup autour de la compta et les reporting réglementaires. Et en fait, ce sera sur comment on peut accélérer et simplifier certains processus de production de reporting réglementaire. Et le troisième, il va y avoir justement sur tout ce qui est trésorerie, parce qu'en fait dans la trésorerie on a un peu un flagship dedans sur en fait la trésorerie sur la liquidité intraday, parce qu'en fait il y a énormément de données et vu que c'est un aspect très métier, en fait ça s'y prête beaucoup à pouvoir construire des cas d'usage sur ces types de sujets. Ok. Sur le deuxième pilier que tu as évoqué, on parle de rapport réglementaire uniquement financier ou la performance extra-financière qui a impacté la CSRD, c'est aussi dans votre dans votre mandat? C'est aussi dans notre mandat. Je rentrerai pas trop dans les détails parce qu'après ça rentre quand même dans des sujets trop spécifiques à l'entreprise. Mais on travaille beaucoup sur la partie CSRD et on travaille beaucoup sur un certain nombre de reporting réglementaires. Ce qui pour moi est un peu une vision de fond, c'est que c'est quoi un reporting financier? C'est des règles à appliquer sur un bilan, pour faire simple, ou sur sur des données de back-office, peu importe ce qu'on a. Et en fait, la question, c'est des règles, des modèles d'IA savent très bien les appliquer. On peut apprendre toutes ces règles-là. La seule question, c'est sur quel périmètre le régulateur nous laisse construire un reporting de cette manière. Parce que en fait, construire un reporting à partir d'une IA, en run, ça sera beaucoup moins cher qu'un processus de production compliqué. Par contre, est-ce que le régulateur sera confortable avec ce type d'approche? Et c'est ça pour moi en fait une grande partie du débat. Le débat il n'est pas forcément technologique. Sur la partie de transparence, auditabilité du système. Transparence, auditabilité, quels sont les garde-fous qu'on doit mettre en termes de backtesting, en termes de reproductibilité. Et ça en fait pour moi c'est des débats qui doivent avoir lieu et qui en fait ne sont pas que à mon niveau. Enfin c'est un débat de place. Mais je pense que en tout cas technologiquement c'est faisable. Ok. Très clair. Et donc aujourd'hui, parmi ces 3 piliers, est-ce que tu veux partager peut-être un cas d'usage qui est un peu emblématique dans votre équipe ou bien sûr, que vous avez mis en place? Le cas d'usage qu'on a présenté dans plusieurs conférences et qui pour moi est vraiment un peu emblématique sur en fait qu'est-ce que peut apporter la data science dans une direction financière. Donc c'est un cas d'usage sur la liquidité intraday. Donc pour tout le monde, la liquidité intraday, c'est quoi? En fait, c'est tous les jours, en fait, les banques doivent réaliser pour le compte de leurs clients et pour eux-mêmes en fait des paiements aux autres banques pour pouvoir en fait entre guillemets régler l'ensemble des
transactions que tous les clients réalisent. D'accord? Donc en fait, il y a des comptes dans les banques centrales. Par exemple, il y a un compte à la Banque Centrale Européenne. Et donc, Société Générale a un compte là-bas et il réalise un ensemble de paiements. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les jours, il y a de la volatilité sur ce compte parce qu'on reçoit des crédits et on paye des débits à d'autres banques. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on aligne au mieux les crédits et les débits. Parce qu'en fait, la volatilité sur ce compte entraîne un besoin de pilotage serré parce qu'en fait, la Banque Centrale Européenne, qui est en fait un régulateur, nous demande de minimiser nos risques vis-à-vis de cette volatilité. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a un niveau de crédit et de débit qui est aligné, c'est-à-dire qu'on a autant de crédit et de débit, mais qu'en fait, on gère mal nos débits, la volatilité, donc la fluctuation, la variance, la variabilité, exactement. C'est qu'en fait, quand nos crédits et nos débits sont pas alignés, par exemple, on peut consommer de manière, entre guillemets, je vais dire vraiment de manière, entre guillemets, artificielle sur notre balance, donc sur notre compte, parce qu'en fait, on n'a pas attendu de recevoir les crédits pour payer nos débits. Et ça, en fait, on a entre guillemets, un coussin, un buffer, ça s'appelle dans le jargon, pour pouvoir, en gros, mettre de l'argent pour pouvoir faire face à cette variabilité. Le but du cas d'usage, c'est quoi? C'est d'identifier les zones de risque, c'est-à-dire identifier quand il y a des stress. C'est juste, je rebondis là-dessus parce que c'est super important d'un point de vue réglementaire, parce que les crises qu'on a connues dans le secteur bancaire il y a maintenant plus de 15 ans, c'est aussi lié en fait à ces risques de liquidité où les banques avaient des engagements qu'elles pouvaient pas couvrir parce que par ailleurs elles finançaient. Exactement. Et en fait, si on regarde, je fais un tout petit aparté, qui est en fait si on regarde un peu la gestion de la liquidité pour le système bancaire, en fait avant on faisait que de la gestion long terme de la liquidité. Après, on est passé à ce qu'on appelle la gestion court terme, c'est en J+1, J+2, J+3. Et en fait, aujourd'hui, en fait, le régulateur commence à mettre en place une gestion très très forte de la gestion même intraday. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des très grandes volatilités de paiement tous les jours, parce qu'en fonction de situation, il peut y avoir des grandes fluctuations. Et donc, il y a un besoin, comme tu dis, de pouvoir en fait mettre des garde-fous, ou en tout cas mettre un cadre à minima. Et donc, nous, le principe du cas d'usage, c'est comment est-ce qu'on optimise ce cadre en minimisant nos risques, pour faire très simple. Donc minimiser nos risques, ça veut dire quoi? C'est identifier quand il y a des journées, est-ce qu'on est dans une journée atypique ou pas de consommation de liquidité intraday. C'est d'identifier les drivers qui permettent de savoir qu'aujourd'hui, attention, on va peut-être avoir beaucoup plus de débit que de crédit, et donc on risque de creuser notre balance. Et ne pas pouvoir la compenser si on ne fait pas d'action de management. Et du coup, d'altérer le coussin dont tu parlais. D'altérer le coussin, exactement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on voit qu'on altère, en fait, il y a un certain nombre d'actions. Par exemple, on a d'autres comptes, dans nos comptes de securities, nos comptes titres, etc., où on peut rapatrier du cash temporairement pour pouvoir compenser, justement, en fait, toutes ces étapes-là. Ça, c'est la première partie, c'est identifier les risques. La deuxième, c'est ensuite, une fois qu'on a identifié nos risques, c'est de se dire, est-ce que d'ici une demi-heure, 1 heure, 2 heures, combien j'attends de crédit? Pour pouvoir savoir comment j'ordonnance mes débits. Quand moi je suis ce qu'on appelle pilote de flux, c'est les gestionnaires du compte en temps réel. Ceux qui en fait font les paiements back-office au-delà d'une certaine activité. Et donc avec les trésoriers intraday et les pilotes de flux, c'est comment on optimise au mieux en fait tous ces paiements. Et nous, ce qu'on donne en fait, c'est un modèle de machine learning. On pourra rentrer en détail un peu sur comment il fonctionne, qui prédit à une demi-heure, 1 heure, 2 heures comment va évoluer la balance en banque centrale, par typologie de paiement et aussi combien de crédits on attend. Avec des montants. Comme ça, en fait, les pilotes de flux peuvent savoir, est-ce que, par exemple, ils ont besoin de rapatrier du cash de d'autres comptes? Est-ce que des paiements qui sont plus ou moins sensibles, ils peuvent les retenir quelques minutes? C'est jamais plus que quelques minutes parce qu'en fait, on a des engagements vis-à-vis de nos clients. Donc, la question n'est pas de changer nos habitudes de paiement pour les clients, mais c'est plutôt, quand c'est à quelques minutes près, de pouvoir avoir une meilleure action que si jamais on n'avait pas l'information. Donc, en gros, nous, on est quelqu'un qui apportons une aide à l'information pour pouvoir en fait avoir des actions qui seront correctrices. Top. Et du coup, vous venez vous intégrer dans ces systèmes qui existent déjà, où tu parles de gestionnaires qui vont derrière prendre les décisions de paiement. Exactement. Et tout ça, c'est faisable parce qu'en fait, depuis très longtemps, Société Générale a construit un système temps réel de gestion des paiements, qui est en fait un peu notre golden source, mais qui est construit, utilisable, de bonne qualité, en temps réel, pour en fait pouvoir gérer tout ça. Parce qu'en fait, la source de tout ce qu'on fait, c'est la donnée. Et donc cette donnée est disponible et c'est ça qui est extrêmement important pour nous. C'est ça qui a permis de construire le cas d'usage. Et à titre d'information, en fait, ce sujet contient 8 modèles, je crois, si je dis pas de bêtises, qui tournent à peu près toutes les 5 minutes pour faire des prédictions. Donc en fait, c'est une volumétrie assez importante de modèles. Je crois que 8, je suis peut-être même un peu en dessous du chiffre, pour pouvoir en fait tout prédire.
8 modèles, est-ce que c'est par type de produit, par horizon de temps, c'est par type par typologie de paiement et en fait il y a par typologie de paiement à 30 minutes, 1 heure, 2 heures. D'accord. Ok. Et en gros, comment est-ce qu'on fonctionne pour expliquer, parce que si les gens sont intéressés, c'est qu'en fait on construit des probabilités théoriques de paiement pour chacun des paiements qui existent dans le stock dedans, et en fait à partir de ces probabilités de paiement, on applique un modèle de machine learning qui regarde entre la probabilité théorique et l'instant de paiement et la réalité. Est-ce qu'on est dans un moment normal ou pas normal? Et en fait, le modèle de machine learning sait utiliser cette erreur entre le théorique et le réel et les paiements en attente pour savoir en fait comment vont être tous les crédits qu'on va recevoir, tous les débits qu'on va devoir faire, etc. Ok, intéressant. Et je vois beaucoup de challenges dans ce type de projet. Il y a la faible latence que tu as expliqué. On parle de l'intraday, il y a des décisions assez fréquentes qui doivent être prises sur l'output de ces modèles-là. Le fait que ça doit runner en production avec des données qui se rafraîchissent continuellement. Bien sûr. J'imagine que ça a été j'imagine que ça a été un challenge aussi pour pousser en production, qui a dû avoir une phase de parallel run, de test, parce qu'au-delà d'entraîner des modèles et de montrer offline quelle est l'accuracy, il a fallu démontrer la valeur. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelles ont été un peu les grandes étapes dans le déploiement de ce projet? La première, ça a été, et là je pense que c'est le bon moment pour en parler, ça a été la note de cadrage, où en fait on s'est réunis avec le métier et avec l'IT pendant un certain nombre de workshops pour vraiment en fait cadrer qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi et comment. On n'avait pas encore la vision exacte de comment ça s'opérationnaliserait en production, mais par contre le sponsor, et c'est ça pour moi le deuxième axe très important, c'est d'avoir un sponsor qui est exigeant et investi. Donc là c'était en fait l'adjoint de la trésorerie groupe qui lui a investi de son temps pour en fait montrer l'importance et en fait s'intéresser à comment ça allait être fait. Et il nous a dit deux choses. Il nous a dit, moi je veux quelque chose qui peut s'opérationnaliser, et 2, je veux qu'on fasse un RACI avant même de commencer le projet, pour comprendre en fait quels seraient les impacts opérationnels du projet une fois livré. Et ça en fait, ça nous a beaucoup forcé à réfléchir sur comment on se projette une fois que le cas d'usage sera livré, parce que même comment si comment c'est utilisé, quelles sont les actions de management. Donc en fait, on disait par exemple, comment est-ce qu'on transfère les balances entre les différents comptes, combien de temps ça prend entre chaque compte, les mesures en fait pour savoir est-ce que c'est instantané, est-ce que ça prend 5 minutes, etc. Pour pouvoir savoir quel type d'action, à quelle échelle de temps on a besoin d'avoir la prédiction, pour être sûr de pouvoir faire les actions de mitigation quand elles sont nécessaires. Et tout ça en fait, on l'a construit. Et ça, en fait, c'était avant le lancement du projet. Et ça a permis de se mettre un cadre de travail qui se dit, si jamais on déroge de ça, est-ce qu'on va toujours livrer ce qui a été attendu ou pas? Et ça a été en fait le premier vrai projet où on a fait ça. Donc en fait, le projet a démarré en 2022 à peu près. Et il a été livré en 2023. Il a mis pas mal de temps celui-là parce qu'en fait, comme tu l'as bien dit, il y a beaucoup de cadres techniques. On a dû faire une grande phase du AT, on a dû faire beaucoup de choses, mais globalement, en fait, dès début 2022, on savait où on voulait arriver. Et ça, c'est assez fort. Comme tu dis, l'implication d'un sponsorship qui est assez haut dans l'organisation, qui est investi et avec lequel, en fait, on définit la vision de quelle est la valeur qui va être produite et comment ça va être opérationnalisé et utilisé. C'est pas dans toutes les organisations qu'on voit l'implication assez haut du sponsorship. Et bon, j'imagine parce que c'est aussi un projet stratégique. Comment derrière vous avez impliqué les personnes qui allaient justement utiliser, tu as parlé de l'implication dans la note de cadrage de l'IT, du business, est-ce que derrière vous aviez, parce que je crois que le product owner est chez vous, comment vous assurez que derrière les gens allaient utiliser les recommandations, les prédictions qui sont produites? Le product owner en fait n'est pas chez nous. J'emploie product owner parce qu'en fait c'est comme ça que les gens disent dans le jargon, mais moi j'appelle ça use case leader chez nous. En fait c'est des gestionnaires de projets qui sont une bonne relation métier. Toute la PMO, mais pas que. En fait c'est même toute la gestion des data scientists sur la priorisation des tâches, etc. Et en fait c'est vraiment moi le terme que j'emploie qui pour moi représente le plus leur rôle, c'est use case leader. Même si c'est pas un terme vraiment employé, mais parce que je pense que ça établit bien leur rôle chez nous. Et donc, justement, le product owner a été très investi. Enfin, il y en a eu 2, ils ont tous les 2 été très investis parce qu'en fait, nous, on utilise une carte qui est assez importante, c'est la transparence. C'est-à-dire, l'IA, c'est pas de la magie, ça a des défauts, ça a des qualités. Et donc, quand on va aller dans une direction, c'est toujours d'expliquer c'est quoi les risques que l'on prend. Bien sûr. Et comme ça, en fait, quand on dit qu'on prend des risques, on les prend pas seuls, on les explique. Et si les gens ont besoin d'être rassurés, en fait, on leur donne suffisamment de possibilités. Et si jamais à la fin ils sont toujours pas convaincus, il vaut mieux ne pas faire que de faire avec des gens non convaincus.
Yes. Mais du coup, est-ce que vous avez rencontré des freins à l'adoption et même en amont en fait du déploiement du projet? Sur ce projet-là, à l'adoption, non, parce que le cadre était vraiment bien mis en place. Parfois, l'adoption est un peu plus difficile parce qu'en fait, je rentrerai pas forcément dans les détails de tous, mais parfois, ce qui peut se passer, c'est que sur certains projets, on commence avec un périmètre, puis ensuite, quand c'est étendu aux autres, l'adoption est plus difficile parce qu'ils n'ont pas fait partie de la genèse. Ouais. Pas qu'ils veulent pas. Ouais. Mais vu qu'ils n'ont pas été à la genèse du projet, en fait, ils le voient un peu comme quelque chose qui leur arrive dessus, une contrainte, etc. Et ça, c'est une réalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose où on peut toujours s'améliorer. Là, le vrai sujet, ça a été comment est-ce qu'on construit une infrastructure résiliente, qui soit capable en temps réel d'intégrer l'ensemble des paiements en attente, l'ensemble des réceptions de crédit, et qui soit capable aussi d'interagir de manière sécurisée avec un système qui est lui considéré comme très 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 important pour le groupe. Et donc, nous, on ne peut pas mettre en risque la production de cet écosystème. Et donc, en fait, c'est tout ça qui a fait que, entre guillemets, globalement, au bout de 12 mois, 13 mois, nous, on avait à peu près fini la première version de ce qu'on faisait. Okay. Il y a eu environ 6 mois sur celui-là de phase d'industrialisation et de mise en production. Mais, par exemple, sur la majorité de nos autres cas d'usage, si jamais ils sont plutôt sous forme de batch ou sous forme d'API, etc., le temps d'industrialisation est plutôt autour d'un mois. Et en fait, c'est un peu plus court. Celui-là, c'est parce que, c'était la première fois qu'on faisait vraiment un projet aussi structurant. Et 2, parce qu'en fait, vu qu'il était très structurant, il y a eu un certain nombre de choses qu'on a dû mettre en place. Ouais, vous avez essuyé les plâtres sur les plâtres, exactement. De sujet. Et moi, ça me choque pas un an pour un projet de cette envergure. Est-ce que malgré tout, parce qu'en fait, l'humain reste décisionnaire de ce que je comprends dans les transactions de paiement, toute le balancing débit-crédit. Est-ce que vous observez que la solution est déployée et en tout cas un certain nombre d'opérateurs qui ont accès à ces prédictions n'utilisent pas, ou en tout cas dans les actions qui sont prises ne suivent pas les recommandations? Est-ce que ça a été un sujet pour vous, ou est-ce que il y a un sujet de change management qui a été fait, mais en fait on a onboardé tout le monde depuis le début, et justement dans la phase de 6 mois on a fait beaucoup de temps avec l'ensemble des opérationnels. Okay. Et sur celui-là, on a des calls hebdomadaires quand même aujourd'hui pour suivre en fait ce qui se passe, parce qu'en fait le cas d'usage n'est pas fini, encore des évolutions en cours, il y a pas mal de choses qui sont encore là, parce que par exemple on travaille sur est-ce qu'on pourrait pas justement proposer quels sont les débits à redondancer à quel moment, etc. Parce qu'aujourd'hui la partie plus planification, exactement, parce que c'est un problème de d'optimisation sous contrainte si on le pense d'une certaine manière, et donc voilà, ça fait partie des choses en cours, mais sur ce type de cas d'usage, si jamais en fait on fait le travail de transparence, et c'est vraiment pour moi le sponsorship et la transparence, c'est les deux éléments clés qui font que on ne peut pas considérer qu'on n'a pas qu'on a encore des obstacles si jamais eux deux sont vraiment bien faits. Okay. Donc sponsorship et transparence vis-à-vis des métiers, des utilisateurs, des voilà, métiers, pour expliquer, par exemple, nous on a construit en temps réel des KPI qui expliquent est-ce que notre modèle est en train de dévier dans sa qualité de prédiction ou pas. Donc en fait en temps réel, on monitore et on le restitue à l'utilisateur. Ok, c'est partagé. C'est partagé, et donc c'est pas juste dans un ML flow. Désolé pour ce genre de choses, c'est pas mis dans un ML flow loin de tout le monde. C'est mis en temps réel, restitué à l'utilisateur, et en fait on lui a expliqué quels sont les ordres de grandeur au-delà duquel il doit plus faire confiance au modèle. Ok. Parce que là ça veut dire que ça dévie. Ok. Et du coup, vous avez, j'imagine, donc dans ce process de monitoring des performances du modèle, vous avez, j'imagine, un process de retraining des modèles, d'identifier, automatique, s'il y a des problèmes de qualité. On identifie les drifts automatiquement via des métriques qu'on a construites, exactement. Ok. Sur celui-là, il y a tout ça. Et dans les drifts que vous avez identifiés, est-ce que c'était plutôt lié à, en fait, un changement juste de l'environnement dans les comportements de paiement, etc., ou est-ce que vous avez des sujets de qualité de données où en fait les modèles étaient, les prédictions étaient pas bonnes, mais plus du fait de la qualité que de la réalité en fait du comportement des. Sur les paiements, la qualité de données est bonne. Okay. Je pense pas que ce soit un sujet où en fait là, parce que globalement les paiements c'est ce qui représente l'activité client, et donc on peut pas faire de raté sur ce type de sujet. Okay. Et ça c'est important de le préciser. Par contre, le drift, en fait, on a fait une étude en amont de comprendre quel était le concept optimal de réentraînement des modèles, parce que par construction, les paiements c'est mouvant. Okay. Ça dépend, est-ce qu'on est dans une phase de pression, par exemple quand c'était le début de l'inflation, la guerre en Ukraine, quand c'est en fait un certain nombre d'éléments avec un contexte géoéconomique, en fait les comportements changent. Ouais. Mais même au quotidien, les comportements changent en fonction des périodes, en fonction de est-ce qu'il y a un problème de croissance, etc. Est-ce qu'il y a plus d'activité économique ou pas. Et donc,
on a défini une période de réentraînement fixe. Qui en fait est un peu lié à, selon nos observations statistiques, un cycle de changement de régime et qui permet de garder le modèle avec un bon niveau de précision. On a la capacité en fait on demand, si jamais on s'en rendait compte que le modèle ne fonctionne pas parce qu'il a besoin de données plus récentes et d'être réentraîné, en fait on pourrait le faire tourner à n'importe quel moment. Parce qu'on a construit une pipeline industrielle de réentraînement. C'est pas on prend le modèle, on le met à côté et on utilise les données. C'est vraiment en fait totalement industrialisé. À un moment, en batch, on recrée le modèle, on le repoute dans MLflow avec un nouveau registry et puis après il est accessible. Ok, et du coup j'imagine vous regardez, est-ce que vous avez des critères d'acceptance, est-ce que le modèle atteint à minima tel niveau de performance et si oui il peut passer dans une phase de déploiement, etc. Exactement. Okay. Mais ça en fait, par construction aujourd'hui, on n'a pas encore rencontré des moments où le modèle n'a pas passé, pour être assez transparent. Probablement un jour ça va arriver parce que peut-être qu'il faudra qu'on change les types de variables qu'il y a eu dans le modèle pour l'apprentissage parce que peut-être ça sera plus valable. Mais aujourd'hui on est encore dans une phase où pour l'instant on n'a pas rencontré ces cas-là. Dans d'autres cas d'usage on a eu ce sujet. Par exemple, c'est intéressant. Donc ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui j'imagine c'est un modèle ML basé avec du feature engineering. Vous avez créé des features, donc pas des modèles non plus complètement où on déporte le feature engineering au modèle type des neurones, etc. Ouais, vous avez aussi la visibilité, peut-être des contributions de telle variable à la prédiction. Et surtout, si je reviens sur comment est fait le modèle, c'est qu'on a construit des probabilités on a construit des modèles théoriques qui sont basés sur des probabilités. Et en fait, nos modèles de ML s'adaptent entre la réalité de la théorie et en fait le jour donné. Ouais. Et donc, en gros, son inférence, elle est très balancée. Enfin, en gros, il peut pas être très très mauvais de manière facile. Parce qu'on n'est pas avec du feature engineering où on dit est-ce qu'on prend les valeurs moyennes de je sais pas quoi, etc. On est vraiment dans du feature engineering centré sur la réalité vs la probabilité théorique. Ouais. Et oui, j'imagine est-ce qu'on a des énormes fluctuations à 30, à 1 heure ou c'est relativement un problème qui est relativement prévisible, en tout cas sur un horizon de temps qui est... qui est proche. Si on a fait une demi-heure, 1 heure, 2 heures, c'est parce qu'en fait, on voit qu'il y a des paliers de précision, bien sûr. Et globalement, plus on va loin dans le temps, moins c'est prévisible, ce qui paraît jusque-là assez tautologique. Mais la tendance, justement, qu'est-ce qui est important, c'est que parfois, on va observer qu'à une demi-heure, ça monte, à 1 heure, ça baisse. Et c'est vraiment comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que les modèles ont la capacité d'inférer ces sujets-là. Et c'est ça, nous, qui est important. C'est pour ça qu'on met des paliers. Parce qu'en fait, si on faisait que à 1 heure, en fait, on devrait faire des simulations. C'est quoi tous les chemins possibles jusqu'à 1 heure? Et en fait, le chemin possible principal, ce serait le schéma médian. Avec le biais cognitif, si on en revient d'imaginer que ça augmente et ça va continuer à augmenter. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait par palier une demi-heure, 1 heure, 2 heures. C'est pour donner une trajectoire avec un semblant de courbe plutôt que des points fixes et sur lesquels on pourrait pas forcément donner le chemin. Top. On va se parler un peu d'IA générative parce que je pense que c'est ça j'imagine ça reste un sujet notamment sur peut-être les 2 premiers piliers dans votre mandat. Est-ce que tu peux partager, en tout cas ce que tu peux partager, quelles sont les initiatives ou en tout cas la stratégie, le positionnement autour de cette opportunité autour de l'IA générative, éventuellement des cas d'usage que vous avez identifiés et là où vous imaginez, où vous percevez peut-être déjà à travers certains protos ou certains cas d'usage de la valeur pour le groupe. Pour le groupe, en fait, le groupe est en train de travailler une stratégie sur l'IA générative assez ambitieuse, avec un certain nombre de sujets emblématiques dedans. Les premiers étant comment en fait pouvoir en effet faire de l'onboarding client, comment pouvoir faire un certain nombre de choses de manière plus automatisée mais sécurisée en fait en termes de qualité, parce que une des valeurs qu'apporte l'IA générative, c'est de pouvoir avoir une meilleure intégration et compréhension de l'information qu'on lit dans des documents. Parce que c'est ça que ça apporte, parce qu'en fait si on simplifie, avant il y avait le NLP, puis après il y a eu les transformers, puis après il y a eu les LLM quoi. Et les LLM c'est juste la couche un peu ultime pour le moment de cette capacité où le contextualisation permet une régénération de l'information. C'est pas juste un Transformers qui te dit j'ai compris le contexte, demande-moi ce que tu veux dans ce contexte. Là c'est j'ai compris le contexte et je te le restitue. Et donc ça apporte en fait une grande capacité si on y réfléchit à faire des choses. Par exemple au sein de la direction financière, il y a un certain nombre de sujets où on doit définir des éligibilités à un certain type de traitement, par exemple comptable ou des choses comme ça. Donc en fait il y a des questionnaires, des choses comme ça, et
et on doit dire est-ce que ce contrat est éligible ou pas, est-ce que ceci est éligible ou pas. En fait, on pourrait imaginer qu'en customisant bien et en faisant des bonnes hyperparamètres optimization, pouvoir en fait construire des IA génératives proposant la réponse au questionnaire et surtout en donnant la piste d'audit de pourquoi il a formulé ces réponses-là. Donc en fait, on commence à réfléchir un peu au concept des agents. C'est pour ça que je venais là. C'est que pour moi, en fait, le vrai usage en cible de l'IA générative, c'est le jour où ce sera suffisamment mature pour pouvoir construire des agents intégrés où ils pourront ingérer des informations, puis ensuite répondre à un certain nombre de sujets et à la fin, en fait, faire les actions sous-jacentes des réponses qu'ils auront générées. Parce qu'aujourd'hui, la limitation, on parle beaucoup du RAG, c'est très bien pour pouvoir aider les personnes. Je suis d'accord. Mais en fait, il y a un certain nombre de cas où, en fait, aider n'est pas le sujet, c'est pas de une augmentation. Ouais. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir, en fait, générer le process de bout en bout par une machine. Parce qu'en fait, il y a des difficultés de pouvoir seulement faire une augmentation et de pouvoir, via cette augmentation, en fait, apporter une efficacité réelle. Ok, intéressant. Et donc dans votre contexte, l'idée ce serait d'être capable de générer tout le rapport, qui serait bien sûr revu, amendé, corrigé, validé par un humain, mais en tout cas d'être en capacité de digérer du contenu, notamment via des documents, pour être en capacité par exemple de générer un rapport pour le régulateur qui permettrait de... En fait, je pense que toujours il y a une question de risk acceptance. Pour moi, je pense qu'il faut faire attention, tout ce qui est régulateur par exemple. Okay. Il y a un cadre et en fait ça doit être discuté en amont, validé par le régulateur. Il y a par exemple l'IA Act qui est en place, etc. pour en fait le cadre global de l'usage de l'IA. Mais il y a aussi en fait même nous les risques qu'on accepte de prendre dans notre fonctionnement. Je pense qu'en tant que banque, c'est comme si on dit je vais générer via on va dire une IA générative quelque chose que je fais avec un client directement. On a vu dans la presse des procès et des choses comme ça qui se passent quand on le fait, et je pense que ça c'est un axe on va dire important de réflexion pour se dire est-ce qu'on veut aller jusque là, et si on va jusque là, qu'est-ce qu'on met comme guardrail, qu'est-ce qu'on met comme protection, qu'est-ce qu'on met comme on va dire ensemble de choses pour être sûr que ça marche. Moi je parle plutôt sur des process internes sur lesquels en fait parfois ça peut être assez lourd à produire et sur lesquels en fait la valeur ajoutée des personnes sous-jacentes est pas forcément très importante. Mais pour autant on doit le faire. Et donc sur tous ces sujets-là, pourquoi pas en fait avoir une automatisation qui ne dit pas en fait validation automatique, il vient juste une automatisation de la complétion d'une première version d'un document. Bien sûr. Okay. Et sur ça, je pense que ça apporte beaucoup de valeur. Parce qu'après, le débat sur est-ce que ça va vraiment changer l'ensemble du travail, etc., je pense que c'est comme toute entre guillemets révolution ou évolution, peu importe le niveau qu'on y met, en fait, ça apporte des changements. Est-ce que ça va réellement changer fondamentalement les méthodes de travail? Je pense qu'aujourd'hui, on sait un peu trop, parce qu'en plus, quand on lit un peu la presse, on voit qu'il y a un peu quand même un pushback de beaucoup d'acteurs sur ces sujets-là. Parce que, en fait, on a vendu que ça allait être rapide à être déployé. Aujourd'hui, force est de constater que peu d'entreprises l'ont vraiment de manière systématique dans leur usage. Et donc, pour faire le lien avec ce que tu dis, est-ce que sur la première mission qui est plus la partie de ce que j'en comprends, contrôle de gestion, suivi budgétaire, forecast des prévisions, est-ce que il y a d'identification de cas d'usage qui pourraient leverager l'IA générative justement pour par exemple expliquer des différences de coûts, de budget entre 2 années, etc. Est-ce que sur la partie plus analytics, c'est-à-dire être capable de digérer la donnée en interne et, comme tu dis, produire une forme d'interprétation de la donnée, est-ce que c'est des sujets qui sont d'intérêt chez vous ou pas? Alors, c'est des sujets qui sont clairement en étude chez nous. On discute souvent de ça, on cadre, on a un petit peu de travaux justement sur ce type de cas d'usage. La vraie question, c'est qui garantit la bonne réponse lorsqu'il va y avoir des opérations mathématiques faites par cette IA, parce que on sait tous que même GPT-4o n'est pas parfait sur ces sujets-là. Et donc, comment s'assurer que le modèle délègue bien des fonctions dont c'est le rôle de calculer, exactement, et que chaque chiffre qu'il va restituer sont bons. Parce que globalement, on sait qu'il y en a qui seront bons. Globalement, on sait qu'il va comprendre un certain nombre de choses. Mais par exemple, si on parle de sur les coûts, ou si on parle de résultats ou de PNB ou de revenus, si une IA se trompe et produit une mauvaise valeur et que quelqu'un n'a pas vérifié ce chiffre, et que ça finit dans le rapport annuel, même dans le rapport annuel dans certains endroits, ça pose question. Bien sûr.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore garanti. Donc, on travaille dessus. Nous, on fait des expérimentations pour pouvoir faire des premiers prototypes et potentiellement mettre des premiers cas d'usage sous contrainte, justement sur ce type de sujet. Mais on y va de manière très, on va dire, précautionneuse. Top. Écoute, merci Pierre. Si on devait revenir un peu sur les conseils, même si tu l'as déjà évoqué, à des leaders, voilà, qui sont dans cette aventure de livrer des projets d'IA, de mettre l'IA dans la main d'utilisateurs pour créer de la valeur. Qu'est-ce que toi tu conseillerais vis-à-vis de ton expérience de mettre en place les bonnes pratiques, peut-être les risques à éviter? Qu'est-ce que toi tu mettrais en avant comme conseil? Alors, si jamais je dois parler sur la partie d'abord leader, la première chose c'est de ne pas spécialement uniquement en fait quand je dis ça, c'est je vais faire exprès de faire un propos un peu embêtant, mais de ne pas aller uniquement en parler sur des endroits, mais aussi d'y passer du temps en fait pour réellement comprendre comment ça fonctionne. Parce que et ça je l'ai vu sur un certain nombre de personnes qui m'ont supervisé. En fait, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent et qui donc derrière ils ont les bonnes intuitions pour pouvoir en fait après faire confiance à la personne qu'ils vont choisir pour exécuter leur vision. Ou c'est-à-dire se retrousser les manches, tester, essayer de comprendre. Voilà, et après tester soi-même pas forcément, mais au moins d'accorder du temps pour lire un certain nombre de documents, par exemple Attention is all you need. Quand même des papiers de recherche. Des papiers de recherche, mais même s'ils le lisent en diagonale. Ouais. En fait, comprendre l'intuition. De comprendre l'intuition qui est derrière, exactement. C'est pas magique comme tu disais. Parce que c'est pas magique, et en fait, si jamais il y a pas ça, il y a un moment où la vraie discussion d'une fois qu'on construit en fait notre ambition, bah ensuite il faut avoir la vision de ce à quoi ça doit ressembler, puis ensuite il faut avoir la capacité d'exécution. Et si jamais la personne qui va superviser ça en tant que leader n'a pas la capacité de pouvoir avoir un peu un effectif challenge de ce que la personne en dessous va faire, bah en fait c'est là où ça va créer des différends. Et en tout cas ça va créer potentiellement des tensions quand les choses vont bien marcher. Alors que si jamais la personne au-dessus elle comprend les problématiques, elle y passe un peu de temps, bah en fait derrière justement quand il va y avoir des challenges, il va pouvoir réellement avoir une force de proposition. Et pouvoir, même si ça dévie, lui-même dire attention, là c'est pas exactement ce qu'il faudrait, là où on devrait aller, quoi. Ok, très clair. On a parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des sujets là aujourd'hui dans l'équipe où si vous aviez du temps d'expérimentation, à quoi vous aimeriez les dédier justement pour être prêt dans les quelques années à venir vis-à-vis de l'évolution que tu vois émerger? On va dire, chez nous, il y a deux sujets, parce qu'en fait, on est une équipe qui travaille beaucoup sur des modèles de séries temporelles, parce que la finance, c'est des données quantitatives, et donc la quantitative et le temps, ça donne des séries temporelles, pour faire simple. Et il y a deux grands domaines sur lesquels j'aimerais beaucoup pouvoir avancer, et j'ai même essayé à un moment de pouvoir trouver, on va dire, un partenariat, mais pour l'instant, ça n'a pas été couronné de succès. C'est en fait, l'application des modèles de Transformers à des problématiques de séries temporelles. Parce qu'en fait, donc avec les encodeurs et décodeurs, de pouvoir voir à quelle mesure ils sont capables d'inférer un certain nombre de complexités de drivers, en gros, automatiquement, via ce type de méthode. Et la deuxième partie, c'est en fait, il y a beaucoup de domaines financiers où il y a peu de points historiques, parce que par exemple, les arrêtés comptables, c'est tous les trimestres, tous les mois, certains reporting, c'est toutes ces périodes-là. Et donc, on a peu de points, mais par contre, ces reportings sont très riches en termes de données, c'est-à-dire qu'il y a des millions d'instances pour chaque point qui représente tous ces reportings. Et donc, la question, ce serait comment on peut construire des modèles de séries temporelles très avancés ou très bons, qui sont capables d'identifier des drivers un peu implicites, mais avec peu de pas de temps, mais par contre beaucoup d'instances par pas de temps. Ouais, c'est-à-dire une granularité plus fine. Voilà, une granularité plus fine. Voilà, du revenu de le revenu, exactement, parce qu'en fait, où il n'y a pas que de l'autocorrélation, en fait. Et ça, en gros, c'est un sujet qui est aussi dans la recherche à quelques cas, mais en fait il y a quelques papiers, mais c'est pas encore extrêmement important parce qu'en fait c'est pas le sujet majeur qui sont passés dedans. Pierre, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais te poser quelques questions qui sortent un petit peu du cadre de ce qu'on vient de discuter, mais est-ce que tu aurais un livre ou un film qui t'a marqué là au cours des 6 derniers mois que tu voudrais partager et qu'on mettra dans les notes? Je suis très documentaire et donc je vais partager un truc qui m'a donné un peu de nostalgie, c'est le reportage sur Didier Mehdi qui s'appelle Made in France sur Arte. Ouais, je l'ai vu. Je suis en train de le voir en fait. Ah, il est extrêmement bien. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai vues que j'ai bien aimées ou que j'ai lues, mais celui-là m'a particulièrement touché. 3, ouais. Top. Je valide complètement. Et est-ce que tu veux partager peut-être une ou deux habitudes, voilà, que tu mets en pratique au quotidien et dont tu penses que ça
ça participe à l'efficacité que tu as dans ton boulot ou d'un point de vue perso? Alors, la première chose que je mets en place dans mon quotidien, c'est un truc très bête, mais assez important, le repassage de ma chemise le matin. Ok. Non, mais parce qu'en fait, c'est bête, mais c'est un moment qu'on prend pour démarrer sa journée, donc quand on va au travail. Okay. Et je vois la différence, par exemple, parfois quand je suis en télétravail et que je le fais pas. Et donc, souvent, quand je suis chez moi, j'essaie de faire quand même maintenant de plus en plus une routine avant de travailler aussi le matin pour justement mettre en place la journée. Et bon, c'est un truc un peu bête, mais malgré tout, c'est, je trouve, quelque chose d'assez important. Après, si je vais sur un sujet plus professionnel et qui pour moi est assez important, et c'est peut-être plutôt pour toutes les personnes qui sont en train de créer des équipes et ce genre de choses, en fait, à chaque fois que j'ai un one-to-one avec mon chef, je le prépare. C'est bête de dire ça, hein, mais je prends un petit document et je m'écris tous les sujets. Je les prépare en fait sur qu'est-ce que je veux dire, pourquoi, et je lui partage. Donc en fait, en amont du point, j'ai déjà envoyé tout ça. Et donc après, ça permet de balayer les sujets qui soit sont de moindre priorité rapidement, soit qui doivent être reportés de le faire un peu plus tard. Mais ça organise le temps d'échange. Bien sûr. Et c'est assez important. Et c'est pas parce que le meeting est récurrent que finalement il faut rentrer dans une forme de lassitude et attendre de se voir pour se parler et s'imaginer de quoi on va discuter. Exactement. Et ça, pour moi, c'est assez clé parce qu'en fait, ça met un cadre d'échange qui fait qu'on doit être productif. Yes. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Et peut-être le dernier point qui est aussi assez important, et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager, c'est qu'en fait, c'est pas quotidien, mais c'est plutôt fréquent. C'est j'organise avec tous les membres de mon équipe des échanges en bilatéral, même ceux qui me sont pas rattachés directement. Par exemple, s'il y a des managers intermédiaires, c'est pas grave. Je continue à les voir au moins tous les 2 mois. Une demi-heure pour savoir comment vont les personnes, pour en gros créer du lien. Et du lien. Et je pense que c'est important parce que quand on est dans des situations où il y a des tensions, où il y a des obligations de résultats, où il y a beaucoup de travail, en fait, ce lien que l'on crée entre les différentes couches de l'équipe, en fait, permet aux personnes de faire le petit miles supplémentaire d'effort au moment où c'est nécessaire. Bien sûr. Ok. Et du coup, garder le lien avec les personnes et comprendre les mécanismes de comment ce qui les motive, ce qui les stimule, et si on fait le lien et la boucle avec ta vocation de psychologue, ça fait sens. Probablement, ça doit jouer à mon approche. Top. Écoute, merci beaucoup Pierre pour ton temps. On a appris beaucoup de choses et j'espère te revoir dans un prochain épisode. Merci beaucoup et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci Pierre. Merci.